Juliette Lachenot, je vais vous présenter comme tout à l'heure le sujet des thromboses cérébrales et du traumatisme crânien, encadré par Aurore Rodriguez. Et l'image un peu du caillou qui ferait déborder le vase pour tenter ce caillou. Donc pour imager tout ça, j'ai choisi de prendre un des patients qu'on avait eu, Monsieur O, un patient de 65 ans, sans antécédent, qui est victime d'un polytraumatisme avec chute dans les escaliers. Les constantes de base étaient plutôt bonnes, ce qui était énormément tendu, un peu tachycarde, pas de grosses déférences respiratoires, en dehors d'une diminution du mouvement vésiculaire à droite. Il est comateux, Glasgow 8, avec une déviation du regard à gauche, et pointe un tableau d'agitation, vomissement, qui motive l'intubation, et ses Doppler initialement sont normaux. Dans le bilan crânien, on retrouve un trauma thoracique avec des fractures de côte ventraux, une embolie pulmonaire qui aura son importance, et un traumatisme crânien grave. Donc voici les images du scanner avec un volumineux hémato-lymphoparenchymateux frontotemporal-gauche. Donc ici, de l'hémorragie sous-rectoïdienne, un sous-dural, aussi de l'inondation tétraventriculaire, de l'engagement sous-falcoriel et une grosse fracture de la voûte crânienne qui nous intéresse également dans le topo comme facteur de risque de ce qu'ils avaient déjà émis comme doute chez ce patient, la thrombose jugulaire interne droite et du sinus sigmoïde droit. Ce n'était pas possible sur l'examen initial de vraiment en faire le diagnostic, il y avait un doute. Ils avaient plus tard demandé qu'on confirme sur une imagerie avec un scanner, avec un plan veineux. Et vous pouvez voir ici sur la coupe coronale la thrombose dans le sinus sigmoïde droit qui communiquait directement avec un thrombus assez volumineux aussi dans la veine jugulaire interne droite. On le voit ici en axial et ici en coronale. La prise en charge de ce patient, ça a été une osmothérapie sur une hypertension intracrânienne et l'état neurologique sévère, une pause de pique le premier jour et une DBE le lendemain devant l'UTIC réfractaire. Pour le P qui était présente, qu'on ne pouvait pas anticoaguler à la phase initiale, il y a une pause de pique focale et une anticoagulation préventive DJD. La crânectomie, à J5, il s'est secondairement dégradé avec à nouveau de l'HTIC réfractaire, une altération de ses Doppler avec une state crânectomie décompressive. Et vers la fin, une fois l'amélioration, c'est un patient qui s'est finalement fait anticoaguler curativement par HMF autour de J10. Son état à la sortie de la réanimation, en neurochirurgie, après un séjour assez long, quasiment un mois, plusieurs mois, c'est un patient qui reste très séquelaire puisqu'il est aphasique, apraxique, il a un retard moteur de l'hémicorps droit et des troubles de déglutition qui, bien qu'on ait pu l'extuber, entraînent des pneumonies à l'inhalation à répétition. Ce patient, c'est un peu pour vous imaginer l'état des patients de neurologie et de neurotraumatologie qui sont assez complexes, qui ont des lésions mixtes, plusieurs comorbidités, quatre co-lésions qui coexistent. Et ces thromboses cérébrales, elles ne vont pas rentrer comme dans le cas spontané, rester isolées, mais elles vont s'intégrer dans ce tableau-là. Et donc, on va parler un peu du contexte de cette entité, des conséquences pour nos patients dans la littérature, ce qu'on peut en retenir, et discuter de la prise en charge. Un mot d'anatomie sur les sinus veineux centraux. C'est des sinus qui sont formés de dédoublements de la dure-mère. Il y en a plusieurs, certains qui sont impairs, comme le sinus sagittal, qui est, dont un est supérieur et l'autre inférieur, le sinus droit. Il y a également les sinus qui, eux, sont pairs, comme les sinus transverses, qui sont aussi appelés sinus translatéraux, qui sont pairs et qui se terminent par le sinus sigmoïde, qui lui-même va se drainer dans les veines jugulaires internes. Le contexte de l'antithrombose cérébrale, indépendamment du cadre traumatique, c'est que déjà c'est un accident vasculaire cérébral très rare, moins d'1% des AVC, avec plein d'étiologies possibles, infectieuses, des malformations artério-veineuses, souvent un contexte prothrombotique, les cancers, la grossesse qui sont des causes provoyeurs, les maladies inflammatoires, la prise de contraceptifs et la thrombophilie, parfois idiopathique. Et ce qui nous intéresse, c'est les cas traumatiques, qui ne rentrent pas du tout dans le même tableau. Et cliniquement, c'est des patients qui vont d'abord parler sur des symptômes d'HTIC, donc des céphalées, des vomissements, plus graves, des troubles de conscience, des déficits neurologiques focaux, des tableaux d'épilepsie et à l'extrême le décès. En termes de lésions qu'on va pouvoir retrouver, c'est de l'œdème cérébral, de l'HTIC, des infarctus veineux et également des hémorragies, bien qu'il y ait un contexte thrombotique. C'est plus souvent après un espace libre par rapport à l'événement au primitif de la thrombose, avec l'apparition progressive des symptômes. Et le retentissement va dépendre de la capacité des sinus à faire des collatérités. Forcément, un sinus qui est impair va avoir plus de retentissement qu'un sinus pair comme les transverses, où souvent un des deux côtés a plus de dominante par rapport à l'autre en termes de drainage. Le diagnostic d'imagerie, c'est soit l'IRM, qui est un examen très sensible, soit le scanner. L'IRM, c'est bien pour des patients stables qu'on peut se permettre de déplacer à l'IRM. Ce qu'on va voir, c'est ces images d'hypo-intensité au sein des sinus.
quand on regarde le temps veineux. Ici, c'était une thrombose du sinus transverse droit avec un regard, un hématome extradural qui fait partie également du facteur de risque. Ici, on voit qu'il y a un thrombus dans le sinus sigmoïde droit, qui est la même image ici en plus coronal. Pour le scanner, c'est un peu la même idée, sauf que on parle de densité. On a ici le thrombus dans le sinus sigmoïde. Quand on compare à l'autre côté, on voit que ça serait aussi si ce n'est pas le cas. Et là, on voyait une très belle thrombose du sinus sagittal supérieur, ici dans la partie postérieure, avec en regard un patient qui avait une fracture de la voie crânienne. Les particularités des cas de thrombose veineuse traumatique par rapport à celles qui sont spontanées, c'est que ça survient quand même dans un traumatisme qui est crânien où la lésion est directe, soit par fracture avec compression, lacération des sinus. En tout cas, tout ça favorise directement la formation de thrombose, alors que l'entité spontanée, c'est pas du tout le même contexte. Il y a une coexistence du coup par tout ça de lésions hémorragiques neurologiques, qui sont souvent mixtes, multiples, qui rend compliqué la prise en charge de ces patients. Et tout ça fait que par la rareté et la coexistence de ces lésions, il n'y a pas de recommandation de prise en charge pour le moment. Juste un mot des liens de thrombophilie et de néoplasie, on se pose souvent la question. En tout cas, l'organisme européen des thromboses, enfin des AVC, ne trouve pas d'indication dans ce contexte de TVC traumatique à ces liens-là. Un mot d'épidémiologie qu'on retrouve dans les quelques études, surtout souvent de très peu de cas, mais on a quand même l'impression que sur les traumatismes crâniens, l'incidence, un cas qui est reporté dans les études, là ici c'était celle de Boccari en 2020, on peut retrouver une incidence autour de 4%, qui est assez variable, qui peut monter jusqu'à 26% quand il y a une fracture de la voie crânienne. Les facteurs de risque étaient retrouvés, c'était des patients jeunes qui ont des polytraumatismes et des traumatismes crâniens graves. Souvent, ça va un peu de pair dans la violence du mécanisme du trauma, avec surtout les fractures de la voie crânienne qui sont quasiment constantes en cas de thrombus. Et souvent, les patients qui ont des lésions neurologiques multiples, en particulier des hématomes extraviraux. Donc, pour voir un peu ce qu'on fait de ces thromboses, je vous propose de discuter un peu de... si on doit les prendre en charge, est-ce que déjà elles ont un effet sur nos patients? Est-ce qu'elles ont plus de mortalité, plus de complications? Est-ce que ça vaut la peine de les traiter? Bon, pour ça, malheureusement, il n'y a pas énormément de choses dans la littérature. C'est beaucoup de case reports, d'équipes qui racontent un patient qui a fait une thrombose dans le cadre d'un traumatisme crânien. C'est que du rétrospectif, et nous, ça revient à très peu de patients. Dans les études de grande taille rétrospectives, alors grande taille, c'est des guillemets parce que dans la première, il y a 73 cas, dans la deuxième, il y a 1792 cas, mais c'est pas que des thromboses, c'est assez hétérogène. Et donc, c'est les plus grandes qui existent pour le moment. Qui s'intéresse un peu aux facteurs de risque, à ces patients et complications. Je vais surtout détailler la première avec de l'équipe norvégienne de Netland, publiée en 2021, que je trouve très intéressante puisque déjà, bon, c'est une étude rétrospective 4 témoins qui est monocentrique, mais qui a quand même réussi à inclure 193 patients et parmi eux 73 cas qui ont été appareillés à des témoins, 120 témoins. Et ils s'intéressaient à la mortalité à 30 jours, c'est classique. Et ils avaient pris des patients de tout âge, donc autant d'APR que des adultes, et des traumatismes crâniens qui avaient été identifiés par un score AIS, score de 98, tête entre 3 et 6. Et ils avaient identifié ces patients-là dans leur registre de traumatisés crâniens avec un codage, de trauma base, avec un codage trauma crânien sur la CIM10 ou l'AIS 98. Et derrière, ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'ils avaient regardé les imageries, demandé à des radiologues d'aller confirmer ou infirmer la présence de thrombose pour classer les patients entre patients et contrôle. C'est ce que je vais montrer un peu sur leur flowchart. Donc, ils avaient 3000 patients qui étaient des traumatisés crâniens, d'après leur codage. Parmi eux, 61 qui avaient un codage de thrombose et 2964 qui n'en avaient pas. Il y avait quand même 2700 patients qui avaient ce qu'ils appellent une imagerie, soit ils n'en avaient pas, soit ils en avaient une, mais qui n'est pas dans les délais qui leur permettaient de faire le diagnostic. Et dans ceux qui avaient l'imagerie dans le délai, il y en avait quand même 47 qui n'avaient pas l'imagerie adéquate avec la bonne injection, ou qui ne permettaient pas de conclure sur la présence ou l'élimination d'une thrombose. Parmi les patients qui avaient tout bien en imagerie et un codage pas de thrombose, il y en avait quand même 20 qui ont été rectifiés dans le groupe thrombose. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Et à l'inverse, dans le groupe avec un codage thrombose, on avait 4 qui n'avaient pas de thrombose après vérification. Il faut quand même du coup, se dire que dans les 2700 patients, quasiment 2800 patients qui n'ont pas eu d'imagerie, on a vraiment énormément parmi eux qui doivent avoir des thromboses, qui sont diagnostiquées, qui passent un peu par les fils, qui passent un peu à travers. Les patients donc, étaient équilibrés entre les groupes thrombose et pas thrombose parmi les traumatisés crâniens. C'était surtout des hommes à 75%, jeunes 37 ans, ASIN 1 et 2 avec peu de comorbidité, qui étaient victimes de chutes à 43% ou d'AVP à 24%. L'écrasante majorité, c'est des mécanismes contournants,
ce qui fait sens. Enfin, on n'a pas beaucoup de... Enfin, c'est la Norvège, mais à l'inverse, par exemple, des États-Unis, il y a moins de traumatismes pénétrants en traumatisme crânien, pardon. Vous avez juste un point à regarder la sévérité avec deux scores que personnellement je ne connaissais pas, mais le score ISS qui lui a un score de sévérité globale qui regarde chez le polytraumatisé 6 catégories d'organes en gros qui gradent de 1 à 6 en termes de gravité qui permet d'avoir un score global. Et le score de Rotterdam qui lui a un score de sévérité neuroradiologique qui regarde les lésions sur le scanner, enfin l'imagerie, et de cote de 0 à 6 sur la gravité. Donc, sur cette sévérité initiale, entre les patients qui avaient une thrombose et qui n'avaient pas de thrombose chez le traumatisé crânien, toujours, on voyait que ceux qui avaient une thrombose étaient souvent plus graves, avec un score de Glasgow plus bas, un score ISS et de Rotterdam qui était plus haut que les patients qui n'en avaient pas. Et c'est assez franc, en tout cas, du moins sur le Glasgow, il y a une franche différence de gravité. De plus, ils avaient aussi regardé les lésions. Est-ce que ces patients avaient des différences entre les lésions retrouvées sur les imageries? Et c'est le cas, c'est quasiment 100% des patients dans cette étude avaient une fracture du crâne en groupe avec des thromboses, contre 80%. Et sur toutes les lésions neurologiques, neuroradiologiques, en tout cas, il y a plus de lésions dans le groupe avec une thrombose, soit les hématomes extraduraux, les sous-duraux, les hémorragies en tout cas, et également sur les déviations de la ligne médiane. Donc là, déjà, sur les comparaisons initiales entre les patients qui ont des thromboses et qui n'en ont pas, ils sont plus graves globalement et neurologiquement, et ils ont plus de lésions neurologiques associées à leur thrombose. Les localisations, c'était principalement unilatérales sur un sinus sigmoïde transverse ou à la veine jugulaire interne, rarement bilatérale à 4%, et les 15% restants, c'était surtout des thromboses du sinus sagittal supérieur, et la plupart avaient une subocclusion à 60%, et 40% avaient une occlusion totale. Ils avaient regardé ensuite chez les patients qui avaient des thromboses, ils avaient demandé au radiologue combien des complications vues sur les imageries étaient, on pouvait associer au fait d'avoir la thrombose cérébrale. Et comme ça, ils avaient retrouvé 20% d'infarctus cérébraux chez ces patients, 11% d'hémorragie intraparenchymateuse et 19% d'hématoglobine cérébrale. Cette tendance à la complication des thromboses cérébrales, c'était surtout très marqué sur les sinus sagittaux et les thromboses bilatérales, comparé au fait d'avoir une thrombose unilatérale. Après, ça reste, comme vous pouvez le voir, des éléments qui sont très rares. Enfin, il n'y avait que 3 thromboses bilatérales et 10 thromboses du sinus sagittal. Mais en comparant la survenue de ces différentes complications totales et les infarctus, les hématomes et les œdèmes, il y avait quand même plus dans le groupe sinus sagittal ou bilatéral que dans les patients qui n'avaient qu'une seule thrombose unilatérale. Ça reste à prendre avec des pincettes, c'est une étude rétrospective, il y a d'autres patients, il y a plein de biais. Ça sera pareil pour la mortalité, qui déjà en analyse ajustée n'était pas significative entre thrombose et patients sans thrombose, quand ils ajustaient sur le Glasgow, la sévérité ISS et Rotterdam. Et même en localisation, ils trouvent une tendance avec plus de mortalité dans les patients qui avaient des thromboses du sinus sagittal supérieur bilatéral par rapport aux patients qui n'avaient pas de thrombose, mais pareil, sur de très peu de cas. Je trouvais que cette étude était quand même bien, puisque c'est difficile de faire ce genre d'études. Ils avaient l'avantage de l'étude monocentrique de pouvoir revenir sur leurs imageries et de revérifier le diagnostic de la thrombose. Donc on avait quand même une population très homogène. 73 patients, c'est pas négligeable non plus. Et ils arrivaient à montrer quand même une sorte de corrélation entre mortalité et complications et la survenue la présence de thrombose cérébrale. Les limites, c'est que ça reste une étude rétrospective avec tous les biais que ça implique. C'est un registre de données, donc on isole les patients par codage avec toutes les erreurs qui peuvent être présentes. Ils ont inclus sur 6 ans et ça reste des résultats non significatifs. Juste un mot rapide sur l'étude américaine. Celle-ci, c'est national, donc ils avaient un gros flux de patients screenés. Ils avaient 600 000 patients qu'ils avaient screenés et parmi eux, ils avaient retrouvé 1792 cas de patients avec des lésions du sinus veineux cérébraux. Ça englobe plusieurs entités. C'est à la fois les compressions externes et les thromboses. Ils n'avaient pas de moyen de différencier parce que sur 600 000 patients, ils ne se sont pas amusés à regarder 600 000 scanners. Et ils avaient retrouvé une incidence aussi plus basse que ce qui était reporté dans les études précédentes, à 0,3%. Ils avaient à peu près les mêmes résultats sur les facteurs de risque qui étaient les mêmes, et ils retrouvaient également une association significative avec les infarctus cérébraux, la mortalité et le risque de sortie non conventionnelle. Ça veut dire des patients qui ne vont pas sortir à domicile à la sortie de l'hôpital, qui vont dans des structures comme on connaît de VECR ou ce genre de choses, même si ce n'est pas précisé dans la étude.
Donc là, on a quand même l'impression que, bon, bien que la littérature n'est pas assez floride pour pouvoir nous l'affirmer, qu'il pourrait y avoir une corrélation entre la thrombose et la survie de complications et de mortalité. Est-ce que d'anticoaguler ces patients améliorait leur pronostic? Comment on fait? À quel moment on introduit l'anticoagulation? Et quels sont les risques de cette anticoagulation? Bon, malheureusement, il n'y a pas, quasiment pas d'études qui se mouillent là-dessus à anticoaguler curativement les patients avec des thromboses veineuses cérébrales. Il y a une revue de l'équipe norvégienne toujours qui a un peu fait le tour de ce qui existait en termes d'études. C'est surtout des case reports, donc ils avaient exclu tous les case reports de moins de 5 patients. Ils avaient retrouvé comme ça 21 études observationnelles. Et ils avaient fait la revue systématique de ces patients-là, où ils discutaient un peu de la question de l'anticoagulation. Il n'y a qu'une étude dedans qui vraiment s'y intéressait spécifiquement, qui est une étude rétrospective de l'équipe de Kim publiée dans le Neurosurgery en 2022, où ils avaient regardé les patients traumatisés crâniens de leur base de données, isolé les patients qui avaient en plus une thrombose cérébrale codée, et parmi les patients, il y en avait 137 qui avaient la thrombose et le trauma crânien, il y en avait 82 qui étaient anticoagulés. Entre les patients qui avaient été anticoagulés et non anticoagulés, il n'y avait pas de différence initiale de caractéristiques, en tout cas sur le Glasgow, la sévérité ISS, le nombre d'hémorragies ou le recours à la neurochirurgie, ils étaient similaires. Dans cette étude, en cas, l'équipe en question, dans leur hôpital, ils faisaient toujours un scanner de contrôle à 72 heures pour guider leur anticoagulation. Ils faisaient toujours les HNF et on n'avait pas d'informations sur s'il s'agit de doses préventives ou curatives, comme dans beaucoup de ces études. Ils reviennent juste avec l'information d'anticoagulation, mais on a rarement accès à la posologie. Et ils débutaient en général à partir du 7e jour, 6e, 7e jour après le traumatisme. La durée, c'est 3 mois, un peu le minimum, comme beaucoup de thromboses. Et après, la durée exacte, pas définie, mais eux, c'était à peu près ça, c'était à peu près 3 mois d'anticoagulation. Ce qui est retrouvé quand même chez ces patients qui avaient été anticoagulés, ce qui revenait à 82 patients, ils ont perdu quelques patients, mais là 79 patients pour lesquels ils avaient documenté des complications hémorragiques, et il y avait 9% de patients qui avaient été anticoagulés et qui avaient une complication hémorragique, ce qui n'est pas anodin. Et il disait avec beaucoup de bon sens que d'augmenter le délai d'initiation de l'anticoagulation, ça réduisait le risque hémorragique. Mais bon, malgré ces complications hémorragiques qui survenaient, il trouvait quand même que la mortalité était plus basse dans le groupe anticoagulation, avec un seul décès dans les patients qui avaient été anticoagulés contre 8, en sachant qu'ils n'avaient pas trouvé de différence de gravité initiale, en cas sur le Glasgow, etc. Donc quand même l'impression que même s'ils font plus de complications hémorragiques, ils meurent quand même plus quand ils ne sont pas anticoagulés. En conclusion, et je reviendrai juste sur les diapos résumés à la fin, c'est que c'est une entité qui est très complexe, la thrombose cérébrale ou la traumatisée crânien, parce qu'ils ont plein de lésions, et surtout des lésions hémorragiques qui nous fait être un peu frileux sur l'anticoagulation curative. Et la littérature actuellement, elle n'est pas assez robuste pour nous permettre de trancher un peu vers une prise en charge, avec quand même l'impression qu'il y a une corrélation avec la suivi de complications et mortalité. Pour l'anticoagulation, alors que déjà on a du mal à savoir son impact de la thrombose en termes de littérature, alors c'est encore plus le néant en termes de recommandations d'anticoagulation. Il n'y a pas d'étude qui fait du prospectif, l'anticoagule curativement ou pas, et donc finalement on ne sait pas beaucoup plus. Et clairement il y a un manque là-dessus de littérature. En proposition de prise en charge de patients traumatisés crâniens, j'aurais tendance à dire que de toute façon, c'est des patients qui ont un scanner à la prise en charge initiale. Je pense que chez eux, ça serait intéressant de rajouter un temps veineux pour éliminer ou affirmer la présence d'un thrombus, quand notamment ils ont des facteurs de risque comme la fracture du crâne, les patients polytraumatisés ou avec un traumatisme crânien grave. Chez eux, je pense que ça vaut la peine de pouvoir documenter ces complications pour déjà mieux la comprendre et la prendre en compte. Dans tous les cas, de démarrer une anticoagulation préventive à 48 heures et ensuite de peser un peu à la balance bénéfique de démarrer une anticoagulation curative. Je pense que dans les cours, ça serait des patients qui ont une thrombose sinus sagittale, en particulier la partie postérieure du sinus sagittal supérieur, des thromboses bilatérales qui, sur l'imagerie de contrôle, restent stables, ne dégradent pas leur lésion hémorragique. Donc, on a une autre indication, comme M. O, qui avait une embolie pulmonaire. Les inverses, c'est bon, une contre-indication bien sûr, mais une thrombose veineuse cérébrale peut-être partielle d'un sinus transverse, peut-être qu'il n'y aura pas de retentissement, c'est peut-être une thrombose en tout cas qu'on peut retarder l'anticoagulation, voire on pourrait ne pas la faire, il n'y a pas vraiment d'informations là-dessus, chez qui on suspecte le besoin à une neurochirurgie à très court terme. Donc pour ça, je pense qu'une imagerie à J7 qui correspond un peu au moment où on commence à se poser la question d'anticoagulation, ça nous permettrait à décider un peu mieux de savoir si on anticoagule ou pas ces patients-là curativement. Et
au plus précocement, pourquoi pas J7, voire de décaler si on a des arguments vraiment trop à risque hémorragique vers un délai d'initiation plus tardif. Et pour Monsieur O, sur le prise en charge initiale, c'est l'impression qu'il y avait quand même sur le scanner sur la clinique un trauma crânien grave, sur le scanner une grosse fracture de la boîte crânienne, plein de zones neurologiques qui étaient présentes. Et chez ce patient, je pense que ça aurait été bien d'avoir d'emblée le temps veineux pour éviter déjà de retourner au scanner juste pour faire un diagnostic de thrombose veineuse douteuse, et donc de prendre tous les risques de transport du patient, et puis aussi nous aider à peut-être mieux prendre en charge le patient. Et les arguments, on a peut-être un peu de temps. Pour l'anticoagulation chez lui, c'est qu'il avait non seulement le sinus sigmoïde, mais qui s'étendait jusqu'à la régulaire interne, donc le P bien évidemment, et qu'à J5, il a quand même fait cette dégradation neurologique qu'on ne peut pas totalement exclure que ça pourrait être la thrombose cérébrale qui s'est mise à parler à ce moment-là. Les arguments contre lui, c'est que il avait un énorme hématome intraparenchymateux dans le cerveau, il était très délicat neurologiquement, il s'est multiplement dégradé, donc jouer avec l'anticoagulation chez lui curative, d'autant plus c'était compliqué. Il y avait l'hémothorax, même ce qui s'est passé dans son hospitalisation un peu en problème annexe, et c'était une thrombose unilatérale, si on veut voir le côté le plus petit, c'est l'unilatéral du sinus sigmoïde, pardon. Et en plus, il a eu besoin de neurochirurgie très précocement. Voilà, merci beaucoup.